présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Je suis contente d'être avec vous encore une fois. Écoutez, avant qu'on aborde le présent sujet, je voudrais vous dire que notre bureau sera fermé cette semaine, jeudi. On est le 24 aujourd'hui, le 25, 26, 27 mars, jusqu'au 6 avril, lundi le 6 avril. Nous participons à la grève des organismes communautaires. Très difficile d'avoir de l'argent et on offre des services complets aux aînés et c'est très difficile. Alors, pour bien démontrer qu'on fait partie de ce mouvement-là, alors on ferme le bureau. Alors, pour revenir à nos moutons, j'ai aujourd'hui Monsieur Éric Tarissan, qui est travailleur de milieu à la QDR Québec, qui est un travailleur très expérimenté, qui connaît vraiment la situation là des aînés au Québec. Alors, bonjour Éric. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Je voudrais qu'on parle de la situation bien spéciale des aînés avec l'inflation galopante, le manque de logement, l'itinérance de plus en plus forte. J'aimerais ça là que sujet par sujet, on aborde ça. Alors, au niveau financier, toi, tu n'envoies des aînés, qu'est-ce qui se passe selon toi? Bien, en fait, moi, je travaille pour le secteur de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Oui. Puis, mais il en demeure pas moins que ce qui arrive, c'est une minorité de personnes aînées à la retraite qui ont des fonds de pension. La grande majorité ne vivent qu'avec des pensions de vieillesse puis Revenu Québec. Alors, on comprendra assez rapidement qu'une fois que le logement est payé, ben il reste pas grand-chose pour l'épicerie, puis encore moins pour les frais médicaux. Alors, il y a des personnes comme ça qui vivent des situations vraiment pénibles et puis même, il y a des personnes qui vont carrément pas chez le médecin parce qu'elles n'ont pas les moyens de sortir de chez eux. Ah oui, tu l'as vu? Pour prendre des rendez-vous, c'est devenu trop compliqué. Le système de santé est devenu vraiment difficile. Puis, c'est ça, les personnes sont pas obligées justement de faire affaire avec des ressources communautaires pour pouvoir manger. Alors, c'est pas drôle. Mais est-ce qu'ils t'en ont parlé aussi, Éric? Comment est-ce qu'ils se sentent là-dedans, là? C'est une situation qui est très difficile. Bien, c'est assez spécial parce que ces personnes-là, tu sais, qui ont fait leur vie, que ça a toujours passablement bien été, oui, ben ne le diront pas ouvertement là les difficultés qu'elles vivent intérieurement, puis par orgueil, ben vont plutôt essayer de s'arranger discrètement. Alors c'est pas évident là de voir vraiment les difficultés qu'ils peuvent traverser. Il faut vraiment établir des liens de confiance assez serrés, merci, puis de voir ces personnes-là de façon régulière avant de pouvoir avoir accès vraiment à ce qu'ils vivent intérieurement. Mais il est bien clair que, parce que moi, je vois pas tout le monde, là, je rencontre les personnes qui m'appellent ou que moi, j'ai pu repérer. oui. Mais en dehors de ça, c'est bien certain qu'il doit y avoir un paquet d'autres mondes là, qui l'ont pas facile. Puis on sait aussi que le premier niveau de la classe moyenne, après la pandémie, ben il y en a beaucoup qui se sont retrouvés trop serrés puis qui n'ont pas eu le choix d'aller à la soupe populaire, comme on dit. Alors, c'est pas juste les retraités, mais ça touche une grosse couche de la société aussi, le fait d'être à peine capable de payer son logement puis de pas en avoir de reste pour manger. Là, OK. Est-ce que tu as vu, c'est une drôle de question, mais elle est importante, est-ce que tu penses que ces personnes-là sont capables de naviguer sur Internet pour aller chercher les programmes gouvernementaux dont ils ont besoin? Ou Ben, non? s'il y en a qui sont capables,
je les compte sur les doigts de ma main. Parce que ce qui se passe par rapport à Internet, c'est que presque la quasi-totalité de ces personnes-là n'ont pas Internet. OK. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on arrive dans 80, 85 ans, ben 2 ou 3 personnes sur 4 finissent par avoir des difficultés de mémoire. La mémoire récente, elle commence à prendre le champ, puis ces personnes-là deviennent comme incapables d'utiliser Internet. Puis c'est pas juste une question de génération. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait dire facilement, ben c'est sûr, ces personnes-là n'ont pas connu l'ordinateur, mais c'est passager. La prochaine génération, ils vont quand même avoir Internet. Ben, c'est pas vrai. C'est comme je viens de dire, rendu autour de 80, 90 ans, ben, pour la grande majorité de ces personnes-là, on n'est plus capable d'utiliser Internet. OK. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait créer une ressource capable de pouvoir les aider à prendre leur rendez-vous en ligne. Ouais. Puis capable aussi d'aller chercher les crédits d'impôt, puis tout ce qu'on peut faire par Internet, que eux ne sont plus capables de faire. Alors, c'est un problème qui va toujours exister, que ça prendrait quelqu'un qui serait capable de se déplacer à domicile pour les personnes qui sont vraiment à faible revenu ou pour des raisons médicales ne peuvent pas sortir de chez eux, de se déplacer à domicile, puis les aider à faire ces demandes-là par Internet. J'aimerais en profiter pour dire que, je dis pas que c'est tout le monde, là, mais ceux qui font faire leurs impôts, ben, il faudrait que ces personnes-là qui font les impôts, ben, puissent revoir avec eux tous les crédits d'impôt auxquels ils ont droit, parce qu'il y a des millions de dollars à chaque année qui sont non réclamés, puis en fait de crédits d'impôt que ces personnes-là ont droit, mais elles ne sont pas au courant, ne le savent pas, sont mal informées. Les personnes qui font leurs impôts, ben, devraient avec eux revoir la liste complète des crédits auxquels ils ont droit, afin de vraiment pouvoir les aider à vivre plus confortablement. Ben, je pense que t'abordes quelque chose. T'abordes quelque chose qui est très important au niveau des crédits d'impôt, mais aussi souvent, moi, je me suis aperçu qu'il y a des programmes gouvernementaux que les gens pourraient avoir puis qu'ils ils demandent pas parce qu'ils connaissent pas ça. Puis l'autre grosse question, Éric, tu verras avec moi, ben il faut qu'ils remplissent des formulaires puis ils sont pas très bureaucratiques. Fait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'argent non réclamé, puis eux autres, ben ils l'ont pas dans leur poche. Ben c'est ça, comme je viens de dire, quand on fait le rapport d'impôt, ben c'est toute la liste des crédits d'impôt qu'il faut revoir. Ouais. Pour prendre conscience justement de tous les crédits d'impôt que la personne aurait droit par rapport aux services qu'elle a du communautaire. Alors ça prend vraiment des ressources pour rejoindre ces personnes-là, parce que comme tu disais, Revenu Québec ou Service Canada qui sont capables de faire des présentations pour expliquer leur site Internet, bien souvent, ça passe par des ressources communautaires. Alors, c'est difficile de rejoindre ces personnes-là pour les informer qu'il existe justement ces présentations-là via certaines ressources communautaires près de chez elles. Ouais. C'est pour ça que moi, je disais que ça serait bien si le gouvernement pouvait faire une annonce télévisée pour présenter ces informations-là à ces personnes-là qui sont entre quatre murs chez elles et qu'on peut difficilement rejoindre, pour les informer de ces possibilités-là. Oui, ça, t'as raison. Ça s'est jamais fait, mais t'as raison parce que il y a tout un pan de la population aînée qui réclame rien. Puis en vérité, ils en ont besoin. Puis en vérité, ce montant-là leur revient. Fait que c'est... ils sont pas au courant, puis c'est ça qui est malheureux. Ouais, c'est difficile. Au niveau du logement, est-ce que tu as vu, toi, des gens qui sont évités, qui sont obligés de partir de leur logement parce que le prix est rendu trop dispendieux? Qu'est-ce que tu as vu au niveau du logement là dans ton secteur, Éric? Le logement, ça, c'est un autre cauchemar parce que année après année, les logements à prix modique, il y en a très peu. Puis on construit beaucoup d'édifices neufs, puis encore là, ça devient de plus en plus inaccessible parce que les montants sont exorbitants, là, même pour ceux qui ont les moyens, ça n'a pas d'allure.
Ouais. Et ce qui arrive, c'est que les personnes retraitées, eux, ben, ça fait longtemps qu'ils restent dans le même logement. Tu sais, ça peut être 10, 20, 30 ans, quand c'est pas 40. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, qui ont été augmentés très progressivement, qu'ils sont dans des logements que je dirais en voie de disparition. Parce que ces personnes-là qui ont accès à des logements à 500 $ par mois, ben, c'est vraiment une rareté, là. Puis eux autres, ils savent, là, avec tout ce qui s'est passé depuis la pandémie, qu'ils veulent pas déménager. Le propriétaire, ben, lui, c'est comme une épine dans son pied. Ouais. Parce que lui, il aimerait bien ça, lui, que la personne s'en aille, puis augmenter son logement d'un autre 400-500$. Parce qu'il peut pas le faire d'un coup sec pour la personne. Puis quand je dis qu'il peut pas le faire, il y en a qui trouvent le moyen de le faire. Que c'est vraiment pas drôle, ils sont sous pression, ces personnes-là. Puis déménager, c'est qu'une possibilité parce qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, ils n'auront plus les moyens. Est-ce que tu as vu des logements dans une certaine désuétude? Parce que oui. Est-ce que tu as vu ça? Parce que s'ils peuvent pas augmenter, ben ils peuvent pas non plus faire trop de réparations. Il y a des logements, là, sans les nommer, là, que ça fait comme 50, 60 ans que ça a été construit. Puis il faudrait que ça soit rasé puis reconstruit à neuf parce que le salage est comme fini. Ces logements-là, j'en ai vu quelques-uns qui sont comme envahis de coquerelles puis de punaises de lit même. Ça, c'est un problème qui se règle jamais parce qu'une fois que ça a commencé, si le salage est fini, on oublie ça, là, ça recommence tout le temps. Puis ça aussi, c'est un autre cauchemar. Puis souvent, les propriétaires sont pas très enclins à débourser des milliers de dollars pour justement venir régler le problème. Là. Non, je comprends, mais sais-tu que ça finit plus par finir? Je veux dire, dans le fond, ça va toujours rester des logements impropres. Ben, tant que c'est pas démoli, tu reconstruit à neuf, ça va être des logements à problème, effectivement. As-tu vu de l'itinérance parmi les aînés? Ben, dans mon secteur, j'en ai pas vraiment vu, parce que c'est pas Sylvie qui approuve, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est un secteur qui est plutôt à l'aise, entre guillemets, mais ce qu'on voit, c'est la difficulté qu'ont les gens de rejoindre les deux bouts. Là. OK. Ça, c'est clair. OK, c'est correct. En as-tu vu des aînés qui sont moins en forme, ils ont de la misère à faire tout ce qu'il faut dans leur logement, prendre soin d'eux autres. Ça arrive aussi parce que à un moment donné, à la retraite, les personnes qui restent pas actives, restant de 4 murs tout le temps, ont dépéri, puis pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Que j'en ai vu des personnes pour qui faire la gestion de leur appartement, ça devient comme un gros bateau, puis c'est de plus en plus difficile. Régler les factures, se faire à manger, l'épicerie. À un moment donné, ils perdent de vue toutes ces choses-là. Puis quand c'est la mémoire qui débarque, là, c'est encore plus rapide, là. OK. Est-ce que ces gens-là ont du soutien à domicile, Éric? Elles finissent par en avoir, mais ce qui arrive, c'est que la personne, à un moment donné, a besoin de plusieurs services. Ça, au fil du temps, les besoins y augmentent. Puis souvent, les services sont pas gratuits, comme l'entretien ménager, le transport. Il faut que ça se paye minimalement. Ouais. Et ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement les moyens, ça ajoute à la complication de rester à domicile le plus longtemps possible. Le gouvernement, il aimerait bien que ces personnes-là restent le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, c'est plus possible. La personne n'a pas le choix de se retrouver en RPA où là, elle a accès à tous les services et un meilleur entourage aussi. Parce qu'une personne qui est à risque de chute, là, c'est pas drôle, là, ça devient un danger pour elle-même, dans le sens que si elle se pète la tête, elle se réveille pas, là, il n'y a pas personne qui va lui venir en aide. C'est pour ça qu'à un moment donné, la personne n'a pas le choix de s'en aller en RPA. Et ce qui arrive souvent, c'est que ces personnes-là, ils n'ont pas conscience du danger de continuer de rester seules dans leur logement, puis elles veulent pas déménager non plus. OK. C'est toute une démarche là, pour les amener progressivement vers un milieu plus sécuritaire. Ouais, je comprends, mais puis même à risque de chute,
une personne aînée qui tombe, je veux dire, c'est pas très... c'est difficile après, hein? Ben oui. Puis il y en a qui restent avec des séquelles, puis là, ben, fatalement, doivent déménager. Je comprends. Mais là, vu qu'on est un peu dans ce sujet-là, est-ce qu'ils ont des médecins, ces gens-là? Est-ce que ils ont des proches aidants? Est-ce que ils sont pris en charge aussi médicalement? Parce que c'est important. Je veux dire, quand tu vieillis, tu as vraiment besoin d'un lien fort avec le système de santé parce que tu as des petits bobos qui sortent, puis des fois, ça peut être difficile. Ben, ces personnes-là, dans la clientèle que j'ai, ouais. Ben, ça arrive souvent, justement, qu'ils n'ont pas de médecin de famille, qui doivent inscrire leur nom sur le GACO pour, justement, se retrouver dans la liste pour avoir un médecin de famille, ou encore aller dans une clinique où il y a un GLS, ou qu'à ce moment-là, un médecin peut les rencontrer, ou encore passer par le 811. Mais tout ça, c'est compliqué, parce que, comme je viens de le dire, que ce soit d'aller sur la liste pour un médecin de famille ou prendre un rendez-vous, c'est toutes des choses qui se font en ligne, puis difficilement par téléphone. C'est sûr qu'on peut le faire par téléphone aussi, en faisant le 811. Mais c'est difficile parce que un aîné qui a pas une santé là très forte, puis qui a pas de médecin de famille, qui va pas beaucoup de monde, ça peut le rempirer. Puis à un moment donné, il peut devenir être plus capable de rien faire. Ben, c'est là que ça se divise. Il y a des personnes qui vont être plus prudentes, qui vont tout faire pour prendre rendez-vous avec un médecin. Mais il y a des personnes, d'un autre côté, qui, eux, vont simplement endurer leur mal, puis vivre avec, puis faire le plus longtemps possible. Il y a toutes sortes de cas, là, de situations qu'on peut rencontrer dans du gars. Là. Est-ce que tu en as vu qui carrément allaient à l'urgence quand ils en ont besoin? J'en ai vu quelques-uns, mais en même temps, ces personnes-là peuvent pas rester à l'hôpital. Tu sais, elles sont rencontrées par le médecin, vont se faire prescrire des médicaments. Après ça, ces personnes-là doivent retourner chez elles. Ouais. Puis, en tout cas, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je peux pas en parler ici parce que c'est trop précis comme information. Mais il y a des personnes qui sont dans des logements que c'est plus vivable. Puis sont comme obligés de faire des actions que normalement ne devraient pas faire, ce qui atténue encore leur santé. Il y a toutes sortes d'affaires, ça n'a aucun sens. Ça. Ouais, ben je le sais, je veux dire, la situation... Le logement, ça marche mal, la santé, ça marche mal, les finances, ça marche mal, que quand on est pris de tout bord, de côté par ces dimensions-là de la société, ben imaginez le cauchemar dans lequel la personne se retrouve, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est incroyable. Est-ce qu'ils ont des proches aidants ou ils en ont pas la plupart du temps? Ben moi, je m'arrange toujours quand la personne en a le besoin de les référer vers un travailleur social qui lui s'occupe d'accompagner la personne justement dans ses démarches. Puis il y a les travailleurs de milieu comme moi qui peuvent référer ces personnes-là justement vers les travailleurs sociaux ou vers les ressources qu'elles ont besoin. OK. Ben ça, c'est un grand bien, là, une chance que vous êtes là. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont plus de famille. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Ils ont plus de gens proches? Ben, il y en a une minorité, peut-être 20%, là, je dis ça comme ça, là, mais qui ont justement, ils n'ont pas d'enfants, ou s'ils en ont, ils restent loin, qu'ils ne peuvent pas leur venir en aide, que c'est des personnes qui se retrouvent seules, que ça, c'est une autre difficulté qui s'ajoute, là. Justement, à répondre à leurs besoins. Ouais. Vous savez, je voulais dire ça comme ça, si on recule de 50, 60 ans, il y a sûrement parmi les auditeurs qui se rappellent de cette époque-là, où le médecin de famille se rendait à domicile. Aujourd'hui, ça existe. Mais à l'époque, c'est le médecin, justement, qui rencontrait les gens, qui les repérait, puis ensuite pouvait les référer vers des spécialistes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les gens qui cherchent un médecin. Puis quand on rencontre un médecin,
ben la personne souvent a même pas le choix de parler d'un seul problème, que c'est difficile pour elle de parler des autres choses, qu'elle aurait besoin d'un spécialiste, que le médecin, c'est rare qu'il va référer vers un spécialiste, il faut que ce soit la personne qui lui demande. C'est là que le travailleur de milieu intervient, justement pour repérer les personnes qui sont vulnérables et ou isolées, pour les référer à ce moment-là, justement, vers la ressource ou le spécialiste qu'elles ont besoin. Que c'est nous maintenant qui faisons ce travail-là. Oh mon Dieu, je veux dire, vous êtes rendu spécialisé, là, c'est quand même quelque chose. Là, il y a une question, moi, qui m'embarrasse un peu, là, mais je vais vous la poser. Au niveau du transport, on va avoir le tramway. Ouais. Puis là, on commence à avoir des changements dans les autobus, dans toutes sortes d'affaires. Il y a aussi des problématiques qu'on a vues, qui nous ont été dites, ça n'a pas rapport avec le tramway, là, les trottoirs puis les pistes cyclables, des fois, là, ça marche pas bien. Il y a des cyclistes qui empruntent les trottoirs, puis il y a un danger grave d'accident, la circulation dans les rues. Mais au niveau du transport, là, qu'est-ce que vous voyez là à ce niveau-là, là, en voyant les gens? Est-ce qu'ils vous en parlent? Ben là, on touche à un autre point qui a plusieurs points justement à prendre en compte, là. Premièrement, ben les autobus, comme vous dites, c'est de moins en moins. Parce que vous savez, les personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité, ben ce qui arrive avec l'autobus, c'est que quand ils arrivent à destination, ben souvent, je vais juste vous donner un exemple, c'est le boulevard Laurier. Puis mettons que la personne, elle arrive du côté nord, et elle, il faut qu'elle aille au CHU. Ben là, il faut qu'elle traverse le boulevard Laurier. Ouais. Que ça, parfois, c'est des difficultés pour ces personnes-là de traverser le boulevard Laurier, surtout quand il faut que tu marches avec un déambulateur ou une canne, que c'est pas facile. Puis là, le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, les personnes aînées osent plus prendre l'autobus. Ah. Puis, d'un autre côté, si elles font leur demande pour avoir le service de transport adapté, ben les critères sont trop sévères et ne sont pas acceptés. Que ces personnes-là se retrouvent entre deux chaises. Ça aussi, c'est une autre difficulté. Je peux comprendre le transport adapté aussi, parce que s'ils allégeaient leurs critères, ben probablement qu'ils seraient même plus capables de répondre à la demande, parce qu'on a encore le problème du manque de personnel qui est dans toutes les ressources. C'est aussi un problème. C'est pour ça qu'il y a des listes d'attente. Parce que les ressources communautaires, ben, ils ont de la misère à répondre parce qu'il y a un manque de personnel partout. OK, ben as-tu entendu parler là avec le tramway qui s'en vient, les changements qui s'en viennent, ça a déjà commencé. Est-ce qu'il y a des aînés qui t'en ont parlé, qui sont inquiets? Est-ce qu'il y a assez d'informations pour les soutenir? Dis-moi ce que tu penses de ça. Ben, à venir jusqu'à date, j'ai eu un seul cas qui était en lien avec le tramway, mais c'est un cas assez spécial. Autrement, j'ai pas eu. Moi, je pense que les difficultés vont arriver quand ils vont commencer les constructions, puis après. Okay. Parce que à Quatre-Bourgeois, là que le tramway est supposé passer, ben semble-t-il que la voie elle va être surélevée. Alors les voitures ne pourront pas traverser pour se rendre aux Quatre-Bourgeois comme elles le faisaient, parce que vous savez, l'entrée puis la sortie du boulevard du Plessis qui arrive juste devant les Quatre-Bourgeois, devant le Tim Hortons, ben ça marchera plus, là, parce que si le tramway passe là, ben, les voitures, là, ils pourront pas traverser la voie du tramway pour aller aux Quatre-Bourgeois, il faut qu'ils fassent un détour, puis moi, ça me dépasse complètement. Je veux dire, quand on avait un chemin de fer avant, le chemin de fer, il était à même le sol, à même l'asphalte, on pouvait piler dessus. Pourquoi le tramway, il faudrait qu'il soit surélevé puis couper la circulation? Il y a toutes sortes de choses comme ça qui n'ont aucun sens, qu'il faudrait que ce soit revu. Puis je pense qu'on n'a même pas l'information des dernières données pour ce point-là, en tout cas. OK, ben là, tu nous racontes ça, là, c'est sûr que ça sera pas évident, ça là. va être un problème. Et pour revenir aux pistes cyclables, ben moi, ce que je trouve, c'est que ça a été fait déjà il y a 2-3 décennies, les pistes cyclables, quand ça a commencé à être construit. Mais le problème qu'on a, c'est qu'elles ne sont plus assez larges. Parce que ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on a des piétons, des trottinettes, des vélos, des quadriporteurs
On a toutes sortes de véhicules qui empruntent les pistes cyclables. OK. Les pistes cyclables sont plus assez larges. OK. Souvent, les piétons se retrouvent sur les pistes cyclables. Puis là, ben, celui qui passe à vélo, là, à toute allure, ben, Colin, ça marche pas. Il faudrait que les pistes cyclables soient élargies à droite puis à gauche pour donner un passage aux piétons, pour laisser le reste de la piste aux véhicules, que ce soit trottinette, quadriporteur, vélo. Ah non, ça devient complexe, là. Il y a beaucoup de trafic, là. Oui. Je veux dire, dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Est-ce que tes témoins ou des aînés te disent qu'ils sont victimes de maltraitance et d'intimidation? Ça, j'en ai moins eu. Mais en fait, ce qui me vient à l'esprit rapidement en entendant cette question-là, c'est plutôt par rapport aux familles, quand les parents arrivent vers la fin, si je peux dire ça comme ça, ben il arrive des situations où les enfants qui ont peut-être moins bien réussi, ou peut-être même, des fois ça n'a peut-être même pas rapport, attendent juste après l'héritage. OK. Ils sont pas trop aidants. Eux autres, ils ont juste hâte que la ça, personne, c'est le genre de situation que je trouve déplorable. Tu l'as vu? Ouais, ben j'en ai vu quelques-unes, mais ce qui arrive aussi, parce que c'est pas évident, là, c'est pas comme ça, mais parce que souvent le parent, lui, ce qu'il dit, c'est qu'écoutez, c'est le seul lien que j'ai, c'est le seul enfant que j'ai ou que je suis encore en lien, puis c'est comme son seul réseau social que la personne, finalement, elle préfère acheter la paix puis faire plaisir à son enfant plutôt que de commencer à mettre ses limites, puis à brûler les ponts, puis que c'est à ça que ça ressemble, que c'est pas évident. Ah, c'est pas vraiment pas évident. Écoute, on termine l'émission, Éric. Je te remercie beaucoup. Bien sûr, il y a les cas de fraude, puis ça, ben, ça arrête pas la fraude n'arrête pas d'évoluer, puis de s'améliorer. Ouais, des formations là-dessus, des présentations. Oui, on en a donné, nous. Le conseil aux personnes quand il y a de la fraude, c'est toujours de dire, écoutez, je vais regarder puis je vous rappelle, donnez-moi votre numéro. OK. Éric, il faut arrêter. Il faut arrêter, là, c'est trop important, là, ce que tu dis, mais on a un temps court avec cette émission-là. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Puis merci à tous les auditrices et aux auditeurs. À la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.